Eh bien, écoutez, bonjour et bienvenue. Bien, je suis Élise Dehaye, chargée de projet observatoire au pôle aide et analyse à la décision du Carrefour F de Normandie. Alors, avant de passer au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je vais vous présenter en trois petites slides rapidement ce qu'est le Carrefour F. Alors, donc, c'est un groupe en intérêt public, hein, dont les membres fondateurs sont l'État et la région Normandie et les partenaires sociaux. C'est une structure d'information, de ressources et d'animation au service des professionnels de l'emploi, de la formation, de l'insertion et de l'orientation, ainsi que de la lutte contre l'illettrisme et l'analphabétisme en Normandie. Le Cariforef est composé de 6 missions, hein, que sont la mission 1, offre de formation, la mission veille ressources, la mission diffusion de l'information, la mission observatoire régional emploi formation, la mission professionnalisation et animation, et la dernière mission qui est le centre ressources illettrisme et analphabétisme. Et ces 6 missions sont elles-mêmes regroupées sur 4 pôles fonctionnels que sont le pôle analyse et aide à la décision, le pôle professionnalisation animation, le pôle données et systèmes d'information et le pôle veille digitale communication. Pour terminer cette petite présentation, je vais faire un petit zoom sur le rôle et les missions du pôle analyse et aide à la décision. Un rôle qui consiste à contribuer aux réflexions stratégiques des politiques publiques, de diffuser des connaissances régionales sur l'emploi, les qualifications, le marché du travail et le système de formation et d'insertion. Il doit également impulser une vision prospective, hein, pour l'analyse des mutations, et également éclairer sur les besoins en compétences et enfin favoriser l'appropriation et la mise en œuvre d'une analyse partagée du territoire au service des acteurs locaux. Voilà, la présentation du Cariforef étant faite, nous pouvons passer à ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cadre de ces rendez-vous du Cariforef, hein, qui sont des moments d'échange et de partage avec des personnes qualifiées, des témoins, des experts, à partir d'une production réalisée en interne ou par des partenaires. Alors aujourd'hui, nous vous proposons d'axer ce rendez-vous sur l'optimisation des parcours des demandeurs d'emploi vers une insertion professionnelle et réussie. Puisque depuis maintenant quelques mois, l'OREF, l'Observatoire régional emploi formation, travaille, produit et communique sur les résultats d'une enquête, l'enquête post-formation qui a été menée par la DARES entre 2018 et 2022. Alors, afin d'échanger sur le sujet de l'optimisation des parcours des demandeurs d'emploi, nous serons 4 intervenants. Euh, Nous serons 4 intervenants que je vous présente très rapidement, mais ils le feront beaucoup mieux que moi quand ils interviendront. Donc, nous aurons Damien Barthélemy et Pierre-François Le Boulanger pour la DRETS, Clarisse Dautray pour la région Normandie et puis moi-même pour le Cariforef de Normandie. Avant de commencer les présentations très rapidement, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, puisque nous consacrerons à la fin de chaque intervention un petit temps pour y répondre. Et puis, juste cette information pour vous dire que ce webinaire est enregistré. Voilà, donc je vais passer tout de suite la parole à Damien Barthélemy de la DRETS qui va, eh bien, écoutez, vous présenter l'enquête EPF, savoir de quoi on parle. Voilà, Damien, je te laisse prendre la parole. Oui. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien, normalement. Très bien. Bon, donc, on va peut-être attaquer. Donc, le responsable, lui, du service études statistiques évaluation là, de Normandie. Bon, c'est bien précisé sur la diapositive. Donc, sur cette méthodologie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une enquête qui a été lancée par la DARES, qui est le service statistique ministériel de l'emploi-travail du ministère de l'Emploi et du Travail. Euh, Ça a été lancé dans le cadre du PIC. C'était vraiment pour faire au début une évaluation du PIC.
Et donc, ça a été lancé en 2019 avant le Covid. Et ça a évolué ensuite dans les années 2020, 2021, forcément, par rapport au Covid, au post-Covid, pré-Covid, etc. Donc, c'est une enquête trimestrielle qui vise à recueillir l'avis des stagiaires. Donc, il y a comme un côté qualitatif qui est important, qui ont été en recherche d'emploi. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils sont rentrés en formation. Ils ont été orientés en formation professionnelle car ils étaient en recherche d'emploi sur de la formation professionnelle. Et donc, on veut savoir sur tout le déroulement de leur formation. Je crois que c'est dans 2 diapos plus loin, on voit un petit peu qu'on sert avant, pendant, après, etc. On voit un peu plus de détails. Donc, techniquement, c'est une enquête nationale, mais on peut avoir des résultats régionaux. C'est-à-dire chaque trimestre, un échantillon est tiré au hasard. Alors, le hasard, nous, en statistique, on n'aime pas toujours. Donc, à partir des fichiers administratifs, c'est-à-dire on s'arrange quand même pour avoir au moins 65% de gens qui sont ce qu'on appelle public PIC, c'est-à-dire peu ou pas qualifiés, qui ont un niveau inférieur au bac. Et dans les derniers échantillons de 2021, on faisait attention de ne pas avoir trop de CPF autonomes. Ça pouvait changer. Donc on est au hasard, mais également on regarde par rapport à avoir un échantillon surtout sur le niveau sexe et âge, par exemple. Donc l'objectif, c'est d'avoir 25 à 30 000 répondants. Comme on a un taux de réponse qui est à peu près de 30%, c'est-à-dire qu'il faut avoir quasiment 3 fois plus au niveau France entière. Au niveau région, on essaie de monter à 2000 répondants par région. Ce qu'on faisait sur les premières vagues, sur les dernières vagues, on était un petit peu en dessous. Mais comme les publications que vous voyez, on met les vagues de 2 à 2, on finit par les vagues 12 et 13, 10 et 11, 12 et 13, etc., qu'on regroupe. Donc, il n'y a pas de problème de représentativité. Et surtout que les données sont redressées. Alors, je ne vous donne pas le détail, mais voilà, pour un répondant, s'il y a d'autres personnes qui ne répondent pas, on surestime un peu, on surpondère sa réponse. Et c'est aussi important, c'est un questionnaire qui est auto-administré, en papier ou en ligne. Alors, le plus souvent, je crois que c'était comme en ligne, hein. Les gens ont répondu questionnaire papier, maintenant, ça se fait de moins en moins. Et il y a même eu un suréchantillon téléphonique, je crois, dans les toutes dernières vagues. Voilà. Oui, donc on peut passer au suivant. Donc, le calendrier. Donc, comme je vous l'ai dit, les premières vagues, ça correspondait aux gens qui ont fait des formations en 2018-19, qui sont sortis 6 à 9 mois après, qu'on enquête 6 à 9 mois après. Donc, les premières enquêtes ont eu lieu fin 2019, avant la période Covid. À la vague 3, là, on a commencé à avoir des petits soucis parce que c'était des personnes qu'on devait enquêter en janvier, mars, etc., l'échantillon téléphonique même jusqu'à juin. Et là, on était en plein Covid. Et donc, également pour la vague 4, qui a été retardée également du fait de la pandémie. Et surtout, c'est qu'on avait peur, évidemment, c'était aussi l'intérêt d'avoir de cette enquête, c'était sur les résultats, est-ce que les résultats vont être fondamentalement différents évidemment, sur les personnes qui sont sorties fin 2019, qui avaient eu plus de mal, on comprenait bien, de trouver un emploi au printemps 2020. Mais ensuite, ça s'est assez vite rétabli. Et en même temps qu'on avance dans les vagues, une vague correspond à un trimestre. Je crois que j'ai oublié de le préciser, mais chaque trimestre, ça correspond à une vague. Plus on avance, plus on était sur la montée du pic, mais également les fameux pics. Et alors, je pense que je n'aurai pas de chiffres, mais là, oui, ça sera donné plus tard. Et le prix que dans la région, c'était quand même quelque chose financièrement et pour les personnes très important. Et ce qu'on voulait également mesurer, c'était un des objectifs, je parlais des personnes prioritaires du PIC, les moins qualifiées, de bien voir qu'ils avaient un accès à la formation, de comparer leurs résultats par rapport aux autres, à l'ensemble de la population, dans ce public cible. Et donc, on a été je Pardon. reviens un petit peu avant, oui, je ne veux pas rester trop longtemps, sur les toutes dernières vagues, donc des gens qui ont fait des formations fin 2021, donc ils sont sortis 2022, recherche d'emploi 2022. Ceux-là, c'était les vagues, qu'on va dire, qui étaient post-Covid
Et donc là, on a pu mesurer l'impact du Covid entre ces différentes vagues. Voilà. Oui, oui, on peut passer à la suivante. Donc, avant l'entrée en formation, donc il y avait des questions. Là, je vais regarder sur pourquoi cette enquête, c'est de mieux comprendre les motivations et les attentes des personnes formées, et également de mesurer un peu, d'identifier les impacts des obstacles rencontrés pour accéder à la formation, ou les raisons qui pourraient conduire les personnes à interrompre leur formation. Ça également, c'est quelque chose qui était important pour nous, savoir, et Élise montrera dans ses résultats, les gens qui ont abandonné, pourquoi ils ont abandonné. Et ensuite, sur la façon, pendant la formation, la façon dont se déroulait la formation, le déroulement, la qualité de la formation, voilà, si la satisfaction, si ça s'est bien passé, le professionnalisme des formateurs, le matériel, etc., était bien. Qu'est-ce que leur a apporté la formation? Et ensuite, après la formation, on voulait connaître 6 à 9 mois après la situation. Donc souvent, c'est est-ce qu'ils sont en emploi ou est-ce qu'ils ont continué un parcours de formation? S'ils sont en emploi, est-ce que c'est un emploi précaire? Est-ce qu'ils sont rentrés dans un CDI, etc. Voilà. Ensuite, oui, l'enquête post-formation a été arrêtée après la vague 13, donc les sortants de 2022-2023. Donc ça, c'est une décision de la DARES, un peu unilatérale, même si en région, on voulait continuer. Parce que là, il y a des choix sur des enquêtes pour des évaluations à faire. Donc, mais peut-être que si on fait du lobbying, on pourra essayer de retrouver sur les prochaines années. Parce qu'on est plusieurs régions. Il y a Normandie, Centre-Val de Loire, et je crois qu'il y avait Aquitaine qui va lancer Grand Est. Ce type d'enquête, voilà, d'exploitation de cette enquête. Euh, oui, aussi, je vais également parler d'un dispositif qui s'appelle FORCE. C'est-à-dire, si on ne fait plus d'enquête, on peut suivre les stagiaires. Alors, force, c'est-à-dire formation, chômage, emploi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une enquête, mais on regarde les parcours administratifs de ceux qui sont entrés en formation. On regarde également, on peut suivre ceux qui sont dans les fichiers de Pôle emploi et ceux qui sont dans la DSN. Donc là, on peut retrouver, refaire des parcours. Et par exemple, l'Occitanie a fait une étude sur l'accès à la formation. Et on peut avoir des résultats par départementaux, par type de public. Voilà, on voit que c'est entre 10 et 15% dans l'année des demandeurs d'emploi qui accèdent à la formation. Et ça, on avait en projet, peut-être qu'on le refera en 2024 ou 2025, également dans la région. Et également, si on veut avoir quand même faire une évaluation, l'impact des formations, pour ceux qui sont inscrits à Pôle emploi, parce que parfois, les stagiaires en formation professionnelle ne sont pas tous inscrits à Pôle emploi. On peut avoir des données sur l'accès à l'emploi, les taux d'accès à l'emploi suivant les profils. Ça, c'est des données qu'on trouve également sur le site de Pôle emploi. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a d'autres choses à ajouter ou. Alors, peut-être avez-vous des questions dans la salle par rapport à cette enquête qui a donc été lancée en 2018 jusqu'en 2021. Peut-être voulez-vous des précisions sur les champs d'études, les critères Ah. J'ai évité de mettre trop de détails techniques. Je pense qu'on peut Nous avons une question, une main levée, oui. une main levée. Alexandra Marion, peut-être que je ne sais pas si on peut l'entendre, sinon ce serait bien de Elle remettre peut activer son micro, oui. votre question sur le chat. Elle sera relayée. Je vais la poser. Est-ce que l'arrêt de ces enquêtes est lié à l'arrivée de Agora qui va permettre de tenir aussi des stats d'accès à l'emploi après les formations? Est-ce que c'est le déploiement de ce nouvel outil? Non, pas spécialement. Je pense que le début, l'enquête était prévue de faire sur un an ou deux, de faire une évaluation. Elle a été un peu prolongée avec l'effet pour pouvoir mesurer l'effet du Covid. Et comme au niveau de la DARES, ils se sont rendu compte que l'effet du Covid n'était pas très fort sur les taux d'accès, les taux de satisfaction, ils n'ont pas vu l'intérêt pour eux, au niveau national, de continuer cette enquête.
Merci. Parce que, oui, oui. Non, oui. Tu avais quelque chose à rajouter, Damien, peut-être? Non, mais quand même, oui, l'intérêt de l'enquête par rapport aux autres outils de suivi que je présentais sur Force, c'est que là, on a du qualitatif, on a Mm. l'opinion du, Des stagiaires. du stagiaire. Pas d'autres questions, D'autres, Élise. pas d'autres questions. Très bien. Bah, écoute, Damien, je te remercie pour cette présentation. Nous allons passer à la suivante, qui est la mienne. Donc, vous l'aurez compris, la DRETS et la région Normandie ont chargé le CARIFOREF de traiter les plusieurs vagues de l'enquête post-formation au niveau régional, bien évidemment. Alors aujourd'hui, nous avons fait le choix de vous donner quelques résultats et quelques évolutions entre les 2 premières périodes étudiées et les 2 dernières. Sachant que les 2 premiers, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure dans le diaporama de Damien sur le calendrier, les 2 premières vagues de l'enquête concernent les sortants de formation des 4e trimestres 2018 et du premier trimestre 2019, pardon. Et pour ce qui est des dernières vagues, sont concernés les sortants de formation des 3e et 4e trimestres 2021. Alors, qu'apprend-on dans cette enquête? D'abord, au niveau des profils des stagiaires enquêtés. Alors, visiblement, la part des femmes augmente entre la première période de l'enquête et la dernière période de l'enquête, alors que celle des hommes baisse un tout petit peu. Alors, visiblement, on va se retrouver sur la dernière période avec les femmes qui rattrapent les hommes, puisqu'on va être à 49,6% de femmes contre 50,4% d'hommes. En ce qui concerne les publics peu ou pas qualifiés, leur nombre progresse de 2,9 points, puisqu'en dernière, en dernière période, ils vont représenter plus de la moitié des personnes enquêtées, hein, à savoir 52,2%. Et la part des stagiaires de moins de 25 ans augmente elle aussi entre les 2 périodes. Et il représente 24,7% des stagiaires enquêtés. Voilà les quelques résultats que je peux vous présenter aujourd'hui. Il y en a évidemment bien d'autres dans les différents documents que nous avons pu produire. Voilà. Pour ce qui était du profil des stagiaires. En ce qui concerne les interruptions anticipées de formation, on a un taux d'abandon qui progresse légèrement, qui progresse de 1,9 points entre les 2 périodes. En première, il était à 8,7% et il est à 10,6% en fin d'enquête. Le premier motif d'abandon invoqué par les stagiaires enquêtés est d'avoir trouvé un emploi. Il est suivi, ce motif d'abandon, par les problèmes financiers et les problèmes personnels, et ce, aussi bien en première vague qu'en dernière vague, hein. Donc, le premier motif d'abandon, c'est d'avoir trouvé un emploi. Hop. Pour ce qui est de la phase de préparation avant l'entrée en formation, eh bien, les stagiaires semblent satisfaits de l'information, hein, de l'information sur la formation. On est autour des 80%, hein, aussi bien en première vague qu'en dernière vague étudiée. Par contre, c'est sur les tests de positionnement par l'organisme de formation pour évaluer les compétences qu'il va y avoir une petite baisse de 3 points. Voilà. Pour ce qui est du délai d'attente avant d'entrer en formation, visiblement, eh bien, les stagiaires considèrent cette attente
correcte. Enfin, ils sont plus de la moitié, un tout petit peu plus de la moitié à la considérer comme correcte. Et puis, vous voyez, rapide, ils sont aux alentours des 26-27%. Donc, si on cumule les deux taux, on est quand même dans des proportions de 77% de personnes qui sont satisfaites du délai d'attente avant l'entrée en formation. Maintenant, en ce qui concerne le déroulement de la formation. Alors, voilà, la crise Covid est passée par là et donc on constate un bond pour ce qui est de la formation à distance de 36,9 points. En vague 1 et 2 de l'enquête, nous étions à 11,3% de stagiaires qui répondaient avoir suivi la formation à distance. En vague 12 et 13, eh bien, nous sommes à 48,1%. En parallèle de cela, il y a évidemment aussi une augmentation du recours aux outils pédagogiques liés au numérique, augmentation qui est de 7,9 points. Par contre, visiblement, les stagiaires ont le sentiment d'avoir été moins accompagnés par les organismes de formation pour la recherche d'emploi. En ce qui concerne la qualité de la formation, eh bien, ils sont aussi plutôt satisfaits de la qualité de la formation, même si on voit que pour la qualité du matériel ou pour le professionnalisme des formateurs, il y a une petite baisse, mais on reste autour voilà, des 80% de satisfaction en ce qui concerne la qualité de la formation. Il en est de même pour l'utilité de la formation, qui est validée par les stagiaires enquêtés, puisqu'on reste sur un pourcentage supérieur à 80%, aussi bien sur les premières vagues que les dernières vagues de l'enquête. Ceci dit, il y a quand même une petite baisse dans ce ressenti vis-à-vis de l'utilité de la formation. Par rapport aux apports de la formation, visiblement, bon nombre de compétences ont été acquises. Il va y avoir que pour les compétences de présentation de soi et de ses capacités et les compétences informatiques que les chiffres, en tout cas, sont en dessous des 50% en tout cas d'acquisition. Et aussi bien en première période qu'en deuxième période étudiée, on est sur l'acquisition de compétences techniques, organisationnelles et de travail en équipe. Les trois sont toujours dans le peloton de tête. Voilà. Cependant, au niveau de la mise en contact avec des avec des employeurs potentiels, nous avons aussi une petite baisse de 3,6 points. Il en est de même pour les opportunités d'emploi pendant la formation qui baissent de 5,9 points, passant de 48 en première période à 42,1%. Voilà. Et au niveau de la situation des stagiaires enquêtés après leur formation, eh bien, on note que les situations d'emploi baissent de 3,6 points, que les poursuites en formation, elles, vont augmenter de 2,5 points et qu'il y a moins de stagiaires en recherche d'emploi en dernière période d'enquête. Donc voilà sur les chiffres, je dirais, pour l'ensemble des stagiaires enquêtés. Alors, maintenant, je vous propose de regarder ce qui se passe pour les publics, pour des catégories de publics, des catégories de publics particulières, pour ce qui est des publics peu ou pas qualifiés. Eux répondent également que les tests de positionnement sont en baisse, mais par contre, on remarque qu'ils restent toujours supérieurs à la moyenne. Pour ce qui est de la formation à distance, elle est évidemment en hausse pour eux aussi, mais moins qu'en moyenne. Et pour ce qui est de l'utilité, du sentiment d'utilité de la formation, eh bien, elle baisse et elle est inférieure à ce que peuvent ressentir l'ensemble des stagiaires. Voilà ce qu'on peut dire pour le public
peu ou pas qualifiés. Pour ce qui est du public de moins de 25 ans, là, on a un taux d'abandon qui est en progression. Il est de 15% en dernière période et il est plus élevé que la moyenne qui, je vous le rappelle, était de 10,6%. Pour ce qui est des tests de positionnement, ils restent stables et ils sont supérieurs à la moyenne. L'accompagnement à la recherche d'emploi est aussi stable et aussi supérieur à la moyenne. Ils constatent moins d'opportunités d'emploi, mais restent cependant plus élevé que la moyenne. Il y a une baisse dans l'accès à l'emploi, mais aussi supérieure à la moyenne. Et on constate une hausse dans les poursuites de formation et plus qu'en moyenne. Voilà pour le public de moins de 25 ans. Mais enfin, pour le public de 50 ans ou plus, là, à l'inverse des moins de 25 ans, nous avons un taux d'abandon qui est en régression et qui est inférieur à la moyenne. Pour ce qui est des tests de positionnement, là aussi, ils baissent. Et par contre, non seulement ils baissent, mais en plus, il y en a moins que pour l'ensemble des stagiaires. On constate aussi évidemment une augmentation de la formation à distance, mais moins qu'en moyenne. Pour ce qui est de l'accompagnement à la recherche d'emploi, elle baisse aussi, mais moins qu'en moyenne. Et enfin, pour ce public-ci, on va rencontrer une diminution des stagiaires en recherche d'emploi. Cependant, il reste toujours la proportion des stagiaires en recherche d'emploi de 50 ans ou plus reste toujours supérieure à la moyenne. Donc voilà ce que je peux vous dire sur quelques évolutions et quelques chiffres qu'on a pu tirer de l'ensemble des documents qu'on a pu réaliser. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite à aller feuilleter eh bien, les productions qu'on a pu réaliser, à savoir 5 baromètres et 2 rapports d'enquête qui sont disponibles sur le site internet du Cariforef dans les pages de l'Observatoire régional emploi-formation. Voilà. Élise, une question sur Oui. l'accès à l'emploi. Il nous a demandé si c'est l'accès à l'emploi juste à la sortie de la formation. C'est 6 à 9 mois après. 6 à 9 mois après la sortie de formation qu'ils sont enquêtés. Pas de questions complémentaires à ce stade, Élise. Bien. Alors, nous allons poursuivre et je vais passer donc la parole à Clarisse Dautrey de la région Normandie. Clarisse, la parole est à toi. Bonjour à tous. Pardon, je m'éclaircis la voix. Donc, Clarisse Dautrey, en effet, je suis directrice de la formation tout au long de la vie, donc à la région Normandie, direction qui gère la politique de formation des demandeurs d'emploi, dont on vient de parler un petit peu, mais il n'y avait pas que ça dedans, je vais le préciser, et puis les formations sanitaires et sociales. Donc oui, l'idée, c'était en complément finalement de l'intervention que vient faire Élise autour de cette enquête post-formation, c'était en fait de donner un peu de lien derrière sur les dispositifs et qu'est-ce qui permet finalement d'avoir alors des retours plus ou moins positifs d'ailleurs dans cette enquête, mais en tout cas quelques marqueurs au travers notamment d'actions qu'on a pu mener dans le cadre du pacte régional d'investissement dans les compétences. Je veux bien, Élise, du coup, je ne sais pas qui, voilà. Alors oui, je disais finalement, il faut avoir en tête que là, l'enquête de la DARES, elle a adressé tous les publics en formation. Donc les publics sur des formations financées par la région, financées par Pôle emploi, financées par les OPCO dans le cadre des PEC et aussi, Damien le disait, quelques parcours en CPF. Voilà, donc c'est l'ensemble. Alors avec du coup, mais c'est des éléments qu'on peut retrouver dans l'enquête plus approfondie qu'a faite le Cariforef. Voilà, de fait, les questions de retour à l'emploi ou de poursuite de formation, par exemple, quand on a de la poursuite de formation en fin de formation, ça n'est pas la même chose si on est en sortie de formation qualifiante, on vient d'obtenir un diplôme, donc normalement on ne poursuit pas sur de la formation, que si évidemment on sort d'Hashtag Avenir ou on sort
du dispositif Savoir Essentiel. Donc du coup, il y a de la finesse hein, dans l'étude qui a été faite à partir de cette enquête-là que vous pouvez retrouver. Pour la partie qui concerne la région, juste rappeler que donc ça s'engage, enfin, c'est une période qui correspond à l'engagement de la région dans le cadre de Pacte régional d'investissement dans les compétences, donc sur la période 2019-2023, que l'enjeu de ce pacte régional, c'était des moyens complémentaires de l'État pour augmenter l'accès à la formation des personnes pas ou peu qualifiées, d'où le zoom un peu particulier là-dessus dans l'enquête, répondre aux besoins des entreprises du territoire et puis plus globalement accompagner la transformation de l'offre de formation pour agir justement hein, sur ces sujets, accessibilité, aller chercher le public plus éloigné, favoriser finalement l'accès à la qualification et à l'emploi. Quelques chiffres avant de rentrer sur des exemples de dispositifs. Donc, des chiffres de 2022 sur le volet formation et demande d'emploi financé par la région. Un peu plus de 30 000 entrées en formation hein, sur l'année 2022 sur les dispositifs de la région. Dans ces 30 000, 20% de bénéficiaires du RSA, avec une augmentation de ce taux-là hein, sur la période, notamment par rapport à 2020-2021, de près de 2 points. Donc, déjà, on peut noter que sur les dispositifs de la région, on a eu une augmentation de l'accès à la formation des bénéficiaires du RSA. Idem sur les plus de 45 ans. On a 18% des entrées en formation qui sont des stagiaires âgés de plus de 45 ans et ce qui représente 3 points de plus par rapport à 2021. Donc là aussi, c'était un des sujets importants du pacte régional. Hein. Alors, je n'ai pas en tête là les chiffres du chômage, mais on avait dans le diagnostic qui avait été posé en 2018-2019 un poids important, plus important que sur le national, un poids des publics seniors, demandeurs d'emploi. D'où des actions particulières menées sur ce public-là. Par ailleurs, 82% de réussite à la certification, ce qui est un très bon chiffre, idem qui a augmenté un peu sur la période. Donc là, on parle évidemment que des formations du programme Qualif. Et puis, 69% d'insertion 6 mois après la formation. Voilà, quelques chiffres pour poser un peu les repères de ce qu'on a fait sur l'année 2022. Et puis, pour illustrer un peu, en effet, ces enjeux autour du pacte régional d'investissement dans les compétences, je vous propose là, sur une dizaine de minutes, finalement, de vous présenter, mais vraiment dans les grandes lignes, quelques dispositifs qu'on a mobilisés. Et je démarre puisque finalement, quand on veut sécuriser les parcours, avant de réfléchir à l'action de formation, c'est comment on sécurise aussi les bénéficiaires. Finalement, une des premières actions qu'on a menées dans le cadre du pacte régional, ça a été de modifier notre dispositif d'accompagnement des stagiaires. Et en fait, globalement, d'augmenter les rémunérations. Alors, de les augmenter et surtout de les simplifier, puisqu'en fait, on est passé d'un barème, qui est le barème du Code du travail, hein, qui est avec des catégories liées à l'âge notamment, 18-21, 21-26 et puis les autres. En fait, on a, depuis septembre 2019, on a un seul montant de rémunération pour tous, donc qui a été aligné sur le montant le plus haut, quel que soit l'âge. Ce qui a permis notamment d'aller chercher des publics jeunes, pour qui parfois la difficulté pouvait être ce montant de rémunération. Par ailleurs, on a largement augmenté aussi l'aide à la mobilité, qui peut aller jusqu'à 250 € par mois. Là aussi, un levier important pour permettre au public d'accéder à la formation, soit sur des territoires un peu éloignés de son domicile, soit des fois, hein, même quand il y a juste 25 km à faire, ça engage des frais. Et puis, pour les formations qui n'ouvraient pas droit à rémunération, il y a dans la mobilisation de 100 €. Voilà, là, comme un levier, alors, pas nécessairement incitatif en tant que tel sur le montant, mais au moins permettant de lever ou de prendre en charge quelques frais de déplacement ou quelques gardes d'enfants, le cas échéant. Et puis, un dossier de rémunération qu'on a largement simplifié, avec 3 pièces, hein, une carte d'identité, une carte vitale et un RIB. Voilà. Et puis, pour compléter sur ce volet rémunération, parce que quand les personnes sont en formation, c'est vrai que ce volet-là peut prendre et peut être peut bloquer des parcours si la situation n'est pas clarifiée. On a par ailleurs sur les publics bénéficiaires d'obligations d'emploi largement aussi simplifié depuis janvier 2022 les dossiers de rémunération de ces stagiaires-là. Voilà, donc ça, un premier volet autour de comment on sécurise les stagiaires en agissant sur leur rémunération. Je ne l'ai pas évoqué, mais il y a d'autres aides, équipements, aides au permis qui existent pour compléter.
Premier volet. Ensuite, deuxième volet, c'est comment, finalement, un peu en écho aux différents retours qu'a fait Élise là, au travers de ce qu'elle a ressorti, comment dans les dispositifs, depuis, alors des dates différentes en fonction des dispositifs, mais en tout cas, depuis on a continué dans le cadre du pacte régional à travailler ces sujets-là. Le premier, on l'a bien vu, c'est finalement pour sécuriser les parcours, les abandons, les ruptures, les enchaînements ou pas entre des formations de remise à niveau et une formation qualifiante. Une des réponses qu'on a apportées et qu'on apporte aujourd'hui, c'est d'avoir institutionnalisé, on va dire, un référent pédagogique dans le cahier des charges du dispositif #Avenir. Référent pédagogique, alors qui existait déjà dans des dispositifs au préalable, mais que du coup, on a fortement intensifié là dans le cadre du pacte régional, dont la mission, au-delà de faire éventuellement du face-à-face pédagogique, mais en tout cas, sa mission, c'est vraiment d'accompagner le stagiaire jusqu'à son entrée en formation qualifiante, une fois que son projet professionnel a été travaillé pendant le dispositif. Donc là, finalement, alors le garant de lever au fur et à mesure les petites difficultés qui, si on n'est pas accompagné, peuvent amener très vite à une rupture de parcours. Premier sujet, notamment sur les phases plutôt de remobilisation, de construction de projet. Et puis aussi, comment on fait bien le lien, qui reste quand même un sujet difficile, mais comment on fait bien le lien entre je sors d'Avenir, j'ai construit un projet qui passe par une formation qualifiante, comment je sécurise le fait d'aller jusqu'à la formation qualifiante sans être détourné, on va dire, du projet par des difficultés sur des périodes de latence qui peuvent exister entre deux actions de formation. Donc ça, premier enjeu important, ce référent pédagogique qui existe dans #Avenir depuis 2020 et qu'on a reconduit là sur le dispositif qui redémarre en janvier 2024. Autre sujet, c'est finalement comment, pour sécuriser les parcours, on consolide les savoirs. Donc, on avait une offre socle de compétences avec des actions autour de l'illettrisme, des actions spécifiques autour de l'électronisme et de la remise à niveau sur les savoirs généraux. 2022, on a fait un pas de plus. En fait, on a fusionné un peu tous ces enjeux pour finalement dans une logique aussi de prise en compte de l'individu dans sa globalité et que quand j'ai des problématiques d'illettrisme, souvent j'ai aussi des problématiques d'électronisme. Comment je travaille en fait un peu de concert ces différentes compétences socles nécessaires pour continuer ou engager un parcours d'accès à l'emploi ou à la qualification. Donc voilà, donc ça c'est en gros ce qu'on a voulu concrétiser dans le cadre de Savoir Essentiel. Troisième exemple d'action pour opérationnaliser et travailler sur l'enjeu de sécurisation. Alors, on a évidemment, au travers des moyens financiers importants du pacte régional entre le socle de la région et l'additionnalité de l'État, on a massifié l'offre de formation qualif. Donc, on a proposé beaucoup plus de places pour favoriser plus d'entrées en formation. Mais au-delà de ça, au-delà du volume, finalement, on a poussé aussi dans le cahier des charges auprès des acteurs et des prestataires qui travaillent sur nos marchés, plusieurs actions. Comment on travaille finalement au-delà de la certification, l'attestation des compétences avec la démarche de la Normandie Badge les compétences. Alors, qui n'est pas qu'un sujet qualif d'ailleurs, mais c'est comment, d'une manière générale, dans une logique aussi de remobilisation des publics, on cherche à valoriser au travers des badges, finalement, l'ensemble des compétences que les personnes ont, obtenues en formation ou pas, mais en tout cas, c'est des acquis qu'il faut valoriser pour remobiliser. On a travaillé aussi autour de la formation en situation de travail avec une expérimentation plutôt concluante et on est en train de travailler avec la RACT qui a accompagné cette expérimentation pour produire un livrable. Donc là, comment aussi pour des publics qui peut-être ne se projettent pas sur de la formation de manière traditionnelle, s'appuyer sur la situation de travail pour favoriser cet accès à la formation, cette montée en compétences et l'acquisition de compétences. Dernier exemple sur le qualif, les enjeux autour de la transition numérique. Donc ça fait le lien aussi avec les problématiques d'électronisme, mais c'est comment aussi on adapte l'offre de formation aux enjeux de la transition numérique. Dans tous les métiers, finalement, alors avec des compétences différentes, mais finalement, tous les métiers aujourd'hui, plus ou moins, sont impactés par cet enjeu de la transition numérique.
Pour terminer, sur ces exemples, Élise a évoqué tout à l'heure le public senior, avec un taux d'abandon en formation qui baisse, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que c'est un public qu'on avait du mal à capter et qui, parfois, dans les dispositifs qui étaient proposés, ne trouvait pas toujours bien sa place. Donc, on a expérimenté Génération Compétences, où finalement, là, le choix qui a été fait, un peu à l'opposé de ce qu'on faisait jusqu'à présent, c'est de dédier des formations à des publics spécifiques. Donc là, en l'occurrence, les personnes en recherche d'emploi de plus de 50 ans. Là où on militait jusqu'à présent, mais ce qui reste vrai par ailleurs, hein, c'est pas remis en cause, mais dans une logique plutôt de mixité dans les actions de formation, ce qui permet aussi de faire de l'intergénérationnel et de favoriser finalement la synergie autour des publics. Mais en fait, on a considéré qu'à un moment donné, pour ce public-là, qui était en difficulté de pousser la porte des organismes de formation, d'avoir une phase finalement préalable à un parcours qui soit entre pairs, entre soi, voilà, ça méritait d'être tenté en tout cas. Et donc, l'ensemble des expérimentations qui ont été menées sont plutôt très favorables, enfin, très positives sur ce volet-là, ce besoin, cette nécessité finalement d'un SAS avant de pouvoir poursuivre derrière, soit vers les dispositifs existants, #Avenir par exemple, ou que ce soit suffisant finalement pour un retour à l'emploi. Donc là aussi, une action un peu spécifique autour des enjeux de sécurisation des publics plus expérimentés, plutôt que de dire plus âgés, mais en tout cas très expérimentés. Voilà. Et puis, pour terminer, parce que finalement, toutes ces actions-là, j'ai parlé d'expérimentation hein, souvent, donc ça a du sens que si évidemment c'est partagé, c'est diffusé, c'est essaimé. Donc, pour ce faire, plusieurs angles. Un espace dédié sur la plateforme La Place, donc, que j'espère que vous connaissez tous, ou si vous ne la connaissez pas, je ne vais pas vous le détailler là, mais finalement, vous trouverez tous les éléments sur le site du CARIFOREF. En tout cas, un espace collaboratif, des espaces collaboratifs, parce qu'il y a plusieurs communautés qui ont pour objet de partager finalement entre les différents acteurs de l'emploi et de la formation ces différentes expériences. Ça vaut d'ailleurs pour les actions du pacte régional, mais ça vaut aussi pour tout ce qui a été mis en place au niveau national dans le cadre du PIC, du plan d'investissement dans les compétences. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que finalement, tout ce qui a été mené, ça a donné lieu à plusieurs livrables. Alors, avec des champs d'observation ou d'analyse différents, mais en tout cas, tous contribuent à un moment donné à regarder, analyser un peu ce qu'on a fait, comment on a pédalé pour en tirer des conclusions. Le premier, c'est qu'on a fait une évaluation, alors qui était prévue dans le plan d'action du pacte régional d'investissement dans les compétences, donc qui a été menée par le cabinet Terre d'Avance, qui a fait une évaluation de 4 ou 5 dispositifs mis en œuvre dans le cadre du pacte régional. Donc ça, c'est un premier point. On a fait sur le programme Calif, là, un zoom particulier. Donc là, c'est un des services de la direction qui l'a mené sur la période 2019-2021. Alors, qui a dû être qui est accessible là sur le site du CARIFOREF depuis cette semaine ou la semaine dernière, qui montre finalement un peu les limites aussi à un moment donné de l'augmentation de l'offre, avec une sorte un peu de plafond de verre, c'est-à-dire on a pu augmenter l'offre de formation, mais on voit bien qu'à un moment donné, on a atteint un peu notre plafond, avec des comparaisons intéressantes sur l'évolution de l'insertion, des certifications, etc. On va avoir, alors il n'est pas encore complètement finalisé, mais un retour de la RAC sur l'expérimentation sur la formation en situation de travail. Et puis, dans Génération Compétences, on avait prévu aussi dans le marché à ce que nos prestataires contribuent à cette évaluation. Donc, idem, il y a un livrable qui est en cours de finalisation là d'ici la fin de l'année. Et l'idée, c'est, alors je n'ai pas encore de date à vous proposer, mais en gros, c'est d'organiser à la fin du premier trimestre 2024 un événement pour partager tous ces enseignements et puis se projeter, c'est-à-dire comment on travaille sur la suite, comment on travaille sur le fait que le monde de la formation il change, les attentes des publics changent régulièrement. On a parlé de transition numérique, qui a évidemment aussi un impact dans la manière de conduire de la formation. Et donc ça, plus, je ne l'ai pas évoqué parce que c'était pas en lien direct avec l'offre de formation, mais on a toute une démarche autour de
du développement durable. Et tout ça, ça doit évidemment aussi impacter notre manière de faire de la formation. Donc, l'idée, ce sera voilà, de partager et de travailler autour de ces thématiques-là avec les acteurs de la formation qui le voudront bien. Voilà, dans les grandes lignes, ce que je voulais vous présenter ce matin. Et Valérie vous a mis dans le chat le lien vers le programme Calif, vers le bilan du programme Calif. Tout à fait. Merci Clarisse. Avez-vous des questions, des remarques ou voilà, au regard de ce que Clarisse nous a présenté? Bon, alors là, on n'a plus le diapo. Ah si, c'est bon. Pardon. Une question sur la pérennité de ces dispositifs après le pic. Est-ce que ces dispositifs seront maintenus? Alors, oui, il y a plusieurs choses dans ce que j'ai évoqué. Il y a des dispositifs qui sont déjà dans la continuité. Hashtag Avenir, par exemple, continue. Le programme Calif continue. Génération Compétences, on est en fin de marché. Donc là, on est plutôt sur comment on réinvestit le sujet. Voilà, alors avec juste une actualité évidemment qui n'est pas simple à gérer, qui est le fait que on n'a toujours pas, même si on est en discussion très étroite avec les services de l'État, mais on n'a toujours pas finalisé la contractualisation d'un prochain pacte régional. Ce qui fait que finalement, là, aujourd'hui, on est dans d'une programmation 2024 qui n'est basée que sur le socle régional, c'est-à-dire que sur la capacité régionale, et qu'on pourra vraisemblablement venir compléter ou réinvestir l'ensemble de ces champs quand on aura finalisé les discussions avec l'État. Ce qui ne saurait tarder, j'espère. C'est un petit message. Une autre question sur l'évaluation menée. Est-ce qu'il y a déjà quelques résultats ou quelques éléments qui peuvent être diffusés? Celle de Terre d'Avance ou Oui, Terre d'Avance. Alors, des résultats, il y a des retours, oui, alors, il y a eu notamment, mais je ne vais pas vous le décliner là, je pense qu'elle a dû être, alors elle n'est peut-être pas encore, j'ai un doute d'un seul coup, je ne sais pas si elle est encore complètement diffusée, mais elle a vocation à être diffusée de toute façon, et elle sera partagée sur le premier trimestre 2024. Donc, il y a eu notamment tout un questionnaire où on a eu beaucoup de répondants sur hashtag Avenir, donc sur la période 2022, avec et des questionnaires stagiaires et aussi des retours des équipes pédagogiques sur le sujet, donc avec des enseignements intéressants. On a alors un des sujets d'ailleurs qui nous fait cogiter derrière dans l'évaluation Terre d'Avance, il y a l'évolution du dispositif d'accompagnement. Donc, la rémunération des stagiaires, notamment, avait été évaluée. Et là où, finalement, nous, on avait eu le sentiment d'avoir proposé beaucoup de choses pour améliorer, et bien finalement, on a peu communiqué sur le sujet, ce qui fait qu'en fait, c'était peu visible par les stagiaires. Alors, c'est vrai que le avant-après, finalement, quand on arrive en formation, savoir que les autres étaient moins bien rémunérés, ce n'est pas trop un sujet. Donc, voilà, donc ça, c'est normal qu'on ait eu peu de retours, même si le retour, c'est que globalement, c'est satisfaisant d'être accompagné sur le volet financier. Par contre, c'est plus sur le volet équipe de formation, équipe pédagogique, pardon, où finalement, tout l'enjeu d'évolution, par exemple, de simplification de dossiers de rémunération n'a pas été nécessairement perçu. Donc, finalement, avec un retour, nous, de se dire, faire évoluer un dispositif, c'est une chose. À un moment donné, l'autre élément marquant, c'est pour que ça porte ses fruits au maximum, finalement, c'est d'accompagner sûrement plus les équipes pédagogiques, voilà, avec, oui, une logique. Alors, il y a le plan de professionnalisation porté par le Carrefour-F, mais qui est toujours très centré plutôt sur de la pédagogie, finalement, voilà, des évolutions de cet ordre-là, comment on utilise le numérique en formation, etc. Bon, vous connaissez, vous pourrez prendre connaissance de ce plan de professionnalisation. Mais finalement, on a senti que pour nous, il y avait un enjeu aussi de travailler avec les gestionnaires, ceux qui finalement, au quotidien, agissent
pas dans la formation en tant que telle, mais tout autour, et qui sont des leviers importants finalement pour faire passer des messages, pour faciliter la vie aussi du stagiaire pendant la formation. Voilà. Et depuis, alors on a pris une première habitude qui est de faire à chaque dispositif une sorte de réunion de lancement finalement avec l'ensemble des acteurs pour aussi reposer les cadres. Qu'est-ce qu'on a voulu dire dans ce cahier des charges, hein, voilà, on a écrit ça comme ça, c'est parce que derrière, il y a telle et telle idée, mais finalement, d'essayer de redonner du sens au maximum de tout ce qu'on fait à tous les acteurs. Voilà. Et que ça, finalement, au-delà d'une idée ou de quelque chose qu'on veut faire passer, nous, de là où on est, côté région, à un moment donné, ben, finalement, si on veut que ça infuse, si on veut que ça fonctionne, il y a un vrai sujet autour de l'animation des acteurs, l'animation de toutes les personnes qui travaillent au quotidien, voilà, qu'il y ait une, comment dire, qu'il y ait une compréhension globale finalement du sens de l'action qui est menée. Et donc on a un sujet devant nous là-dessus pour embarquer tout le monde. Il y a vraiment un sujet et finalement dans l'enjeu de transformation, je pense qu'on a un bon niveau d'identification de ce que ça implique sur comment on embarque tous les acteurs sur le sujet. Et ça ressort, voilà. Alors, c'est pas nécessairement explicité comme ça par le cabinet d'avance, mais en tout cas, c'est un des enseignements que nous, on en a tiré. Merci Clarisse. Pas de questions Pas de supplémentaires à ce questions stade. supplémentaires? Très bien. Ben, merci encore Clarisse. Merci. Nous allons donner la parole à, si je ne suis pas sur le bon écran, ça passe pas. Hop. Donc à Pierre-François Le Boulanger. Je vous laisse vous présenter, évidemment. Je vous remercie. Et bonjour à tous. bonjour. Donc, je suis responsable du service emploi insertion professionnelle à l'ADRETS, service qui a en charge le suivi et le pilotage d'un certain nombre de politiques de l'emploi de l'État, notamment à destination des jeunes, des travailleurs en situation de handicap, des contrats aidés, et également de l'insertion par l'activité économique, ce qui fait le lien avec l'action que je proposais de vous présenter. Action qui est un projet qui est à l'initiative du réseau Chantier École, donc réseau de l'insertion par l'activité économique, et qui depuis souhaitait s'intéresser à la valorisation des compétences acquises par les salariés en insertion et qui travaillent sur les chantiers de ces adhérents et qui souhaitaient pouvoir avoir une démarche qui visait à la fois à valoriser ces compétences, donc une valorisation individuelle de chacun, du travail de chacun, mais aussi de pouvoir les valoriser auprès des entreprises pour faire le lien par la suite avec un accès à l'emploi et de pouvoir qu'il y ait une reconnaissance des compétences acquises. Donc on se retrouve sur un certain nombre de problématiques que Madame Dautré vient d'évoquer, notamment sur cette compétence, la transférabilité des compétences sur d'autres métiers, des métiers proches de ceux qui sont réalisés. Et parallèlement, le chantier école qui opère un certain nombre de constats sur l'accès à la formation de ces salariés en insertion, salariés qui sont confrontés à un certain nombre de difficultés pour l'accès à la formation, liées à parfois une image négative de la formation, le fait d'avoir l'impression de devoir retourner à l'école, il y avoir quelques appréhensions liées à cet accès à la formation, des difficultés liées à une mauvaise maîtrise du français, notamment à l'écrit, à avoir des difficultés liées à des difficultés de mobilité, notamment géographique, de ne pas disposer des prérequis pour pouvoir accéder à la formation. Donc, ces freins qui sont
constatée d'un côté, et puis cette question de la valorisation insuffisante du travail qui est réalisé par les chantiers, qui pourrait également avoir un impact plus positif dans les parcours s'ils étaient reconnus par les tiers. Et là, de cette réflexion, le projet qui est né d'un travail avec l'AFPA sur la RSFP, donc la reconnaissance des savoir-faire professionnels. Donc les objectifs de cette démarche, effectivement, de permettre aux salariés apprenants en atelier ou chantier d'insertion d'obtenir une reconnaissance de leurs compétences. Là, c'est important, c'est attesté par un professionnel du milieu du travail, puisqu'on est sur une démarche de jury qui valide ou non les compétences acquises. Et donc, ce sont les gestes professionnels qui sont reconnus et validés. De faciliter les passerelles avec les certifications. Et là, avec la certification, en rapprochant les compétences acquises du contenu des CCP. Donc là, ça va être le travail est à mettre en relation les tâches effectuées, les compétences acquises de celles qui sont référencées et qui pourront servir pour avoir à terme participer de l'obtention d'une certification d'un titre professionnel. Donc, faciliter l'entrée en formation qualifiante pour que on est sur la démarche de parcours, qu'à l'issue de la démarche qui est initiée des compétences, enfin, de parcours en insertion, on se projette, soit en emploi idéalement, soit en formation également. Mais on est déjà une première brique, une première démarche. On est démystifié, on en parlait tout à l'heure, des difficultés, des appréhensions que peuvent avoir les salariés en insertion sur l'approche de la formation. Et là, voilà, on se rapproche d'une possibilité d'information, d'accès à la formation qualifiante. Et puis aussi, c'est d'établir des passerelles entre les compétences qui sont acquises et des besoins territoriaux des entreprises qui, à proximité, hein, sur le territoire, sont en recherche de compétences et qu'on puisse faire matcher cette offre de compétences et ces besoins qui sont identifiés et connus par les entreprises. Donc, la mise en œuvre du projet, elle a réuni 8 ACI, 8 structures, voilà, adhérentes au réseau Chantier École, qui ont été volontaires pour se lancer dans la démarche. Et sur trois grands secteurs d'activité, que sont le secteur de la propreté et du nettoyage des locaux, le secteur de l'environnement et de l'entretien des espaces verts naturels, et puis le secteur de l'économie circulaire, en particulier tout ce qui concerne les ressourceries et recycleries. Donc, c'est au sein de ces différentes structures, la démarche a été de pouvoir identifier les métiers et les compétences qui étaient mises en œuvre et qui pouvaient être intéressantes de mettre en valeur au regard à la fois de leur transférabilité ou de la tension qu'on pouvait avoir sur des métiers qui sont proches ou qui se rapprochent, oui, qui se rapprochent de ceux qui sont mis en œuvre. Donc, par exemple, la propreté, les métiers d'agent d'entretien des locaux, qui étaient identifiés comme un métier à la fois
transférables directement, mais aussi de manière indirecte sur des compétences transférables vers d'autres secteurs. S'agissant de l'économie circulaire, on était sur des métiers, un certain nombre d'activités qui sont porteuses. Et puis, au sein même de l'activité, puis des métiers qui sont rattachés et qui sont très divers. On trouve beaucoup de métiers qui peuvent participer d'autres secteurs d'activité et des compétences qui sont identifiées comme étant en croissance. Et puis sur l'environnement, c'est pareil, on a des activités qui sont diverses, des besoins qui sont identifiés auprès d'entreprises des territoires, et puis des compétences qui sont mobilisées, qui sont sur des supports, assez aussi là, largement transférables. Donc la démarche, elle a constitué au sein des différents ACI de pouvoir, avec les équipes permanentes, constituer des groupes sectoriels qui pouvaient identifier les meilleures activités support qui pouvaient répondre à l'expérimentation, créer ou enrichir des référentiels d'emploi, et puis bien identifier donc les métiers qui pouvaient être transférables dans les différentes activités proches des besoins des entreprises sur les territoires. Ça a donc aussi constitué à donner aux encadrants techniques des clés pour pouvoir eux-mêmes accompagner les personnes en situation d'insertion, les salariés en situation d'insertion dans leur parcours, et leur donner les clés pour se positionner sur des techniques liées à cette reconnaissance des savoir-faire, donc en termes d'entretien de positionnement, la façon d'encourager, d'accompagner les salariés en insertion, et aussi en tant qu'évaluateur sur la démarche de jury, avec la préparation des scénarios pédagogiques. Donc il a fallu accompagner les candidats volontaires, les préparer à l'examen, leur donner confiance, leur expliquer en quoi consistait la démarche. Et puis, il y a eu une démarche aussi qui, au-delà du passage des jurys, c'était s'assurer d'avoir un retour de la démarche auprès des salariés en insertion, de savoir comment ils avaient vécu cette démarche-là et ce qu'ils en retiraient, et d'essayer d'avoir, ça ne part pas toujours évident, mais d'avoir les connaissances des suites de parcours à l'issue de leur passage en structure d'insertion. Et donc, sur les éléments quantitatifs, les éléments de bilan qu'on a déjà pu retirer, je vais vous dire cette de mémoire. Je n'ai plus ça sous les yeux, du coup. Attendez, je reviens. Il y a une trentaine 30 salariés en insertion qui sont portés volontaires et qui ont été présentés sur des épreuves de reconnaissance de savoir-faire professionnel, et ils ont tous été lauréats de ces jurys, sachant qu'une quinzaine d'épreuves ont été organisées. Et parallèlement, sont 25 salariés permanents encadrants qui ont été sensibilisés à la démarche RSFP et qui vont pouvoir faire perdurer la démarche au sein de la structure. Donc, d'un point de vue quantitatif, quelques éléments. D'un point de vue qualitatif, la valorisation des parcours et des individus, de l'enquête qui a été menée
post-projet RSFP chantier école, les personnes qui ont été entendues font, comment dire, font valoir la confiance que ça a pu leur donner, la confiance en eux que ça a pu leur donner. C'était une forme de challenge, hein, c'est pas une démarche évidente. Et le fait d'avoir pu aller au bout et de présenter la démarche a été très valorisante dans leur parcours. Si on regarde les retours, ça a aussi permis à certains d'entre eux de continuer à construire leur parcours professionnel, soit d'accéder à une formation, soit d'envisager des formations, ou de mieux se projeter en emploi. Donc, ça a été valorisant pour les salariés d'insertion, mais aussi pour les encadrants techniques qui ont été positionnés au cœur de la démarche, qui ont vu leur travail également valorisé et qui ont pu voir les salariés qu'ils accompagnaient évoluer et progresser dans la mise en œuvre de leurs compétences. Donc là aussi, un retour très positif, sachant que de fait, ça a contribué les structures d'insertion participantes les salariés à échanger entre eux d'une structure à l'autre et à pouvoir confronter leurs expériences, confronter leurs pratiques professionnelles. Et là aussi, quelque chose d'assez positif de la part des structures elles-mêmes, des équipes permanentes des structures elles-mêmes. Voilà en quelques mots, je pense que les chantiers écoles et AFPA présenteraient ça de manière bien plus détaillée et de manière plus précise les démarches en illustrant davantage les choses, mais ça pourrait peut-être être l'occasion d'une intervention à l'avenir. Tout à fait. Une question, une main se lève. Allez-y, proposez votre question. Ou en écrivant dans le chat, comme vous souhaitez. Je crois que c'est Dominique Trèfle qui a posé la question. Oui, oui, merci de l'exposer sur ce travail des collègues de l'AFPA. Est-ce qu'on a une idée, là, parce que là, ça fait combien de temps que l'action s'est produite? Parce que est-ce qu'on a une idée de leur suite de parcours à ces personnes? Alors, l'action, elle était menée sur près d'un an et demi, hein, de 2022 à mi-2023. Donc, il y a quelques retours. Alors, tous les salariés n'ont pas été entendus, mais il y a quelques retours. Alors, j'ai pas eu énormément de temps pour préparer l'intervention, donc j'ai pas pu avoir tous les éléments de bilan. Ce que j'ai, c'est qu'il y avait sur 19 salariés entendus. Il y en avait 4 de mémoire qui avaient quitté les chantiers. Il y avait un retour, il y avait un accès en CDI, un emploi saisonnier. J'ai noté 5 PMSMP, 3 entrées en formation et 3 projets d'entrée en formation. Donc, je pense qu'on pourrait avoir davantage de précision sur les parcours, mais je ne les avais pas au moment où j'ai préparé ça. Et je vois que Madame Desbaud est présente. En fait, ce qui serait surtout intéressant, parce que bon, c'est bien, il y a un CDI et 3 entrées en formation, mais ce qui serait intéressant, c'est qu'on ait une analyse pas de ceux qu'on réussi à avancer, mais des autres, qu'est-ce qui manque? Parce que bon, on a reconnu leurs compétences, c'est très bien. Donc, il y a eu une action supplémentaire par rapport à l'accompagnement fait par l'ACI, qui doit d'ailleurs aussi,
dans sa mission, travailler sur la valorisation de ses compétences. Mais bon, j'entends bien hein, que l'intervention d'un organisme extérieur aide à poser les choses. Mais maintenant, moi, je m'interroge parce qu'aujourd'hui, je m'interroge aussi hein, sur les suites de parcours pour les bénéficiaires, les participants aux ACI. En direction des formations du milieu ordinaire pour l'emploi. Et je me pose la question sur ce qui leur manque. Parce que la reconnaissance des compétences, c'est bien, on l'a fait nous par ailleurs sur une ressourcerie bénévole, mais on a noté d'autres freins que la simple reconnaissance des compétences. Il y avait aussi des choses à prendre en compte dans le parcours individuel et il faut pas simplement se baser là-dessus. C'est simplement ça, hein, c'est avoir une analyse suffisamment fine pour organiser une modélisation qui soit à la hauteur attendue. Alors, je vois que Madame Desbaudes est présente et peut-être qu'elle a la possibilité de répondre. Tout à fait. Oui, tout à fait. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Très clair. Oui, d'accord. Bonjour. Donc, merci hein, déjà pour votre présentation du projet qu'on a conduit avec l'AFPA en 2022, une bonne partie de l'année 2022 et un peu en 2021. Alors, deux choses, et je vais répondre, enfin, je vais essayer en tout cas de répondre à votre interrogation, Monsieur Trèfle. Juste vous préciser que sur la petite diapo qui apparaît là en ce moment sur les éléments de bilan, en fait, il y a eu au moment de cette expérimentation 11 tuteurs RSFP dans 8 structures chantiers qui s'étaient portées volontaires pour expérimenter justement ce dispositif dans leur structure. Et aujourd'hui, on est à 25 puisque du coup, le dispositif continue à se déployer et de nouveaux encadrants continuent d'être formés. Voilà, c'était juste la petite précision de chiffres. Ensuite, vous dire, alors effectivement, moi, donc avec ma collègue Annelle, donc c'est d'ailleurs elle qui se charge des entretiens avec les candidats, les lauréats de la RSFP, 6 et 12 mois après le passage des jurys et des épreuves. Alors effectivement, on n'arrive pas à pouvoir tous les rencontrer, notamment quand ils sont sortis du chantier. C'est pas toujours évident de garder contact avec eux à la sortie du chantier, sachant que dans les profils des candidats, en termes de où est-ce qu'ils étaient dans leur parcours, ils étaient entre 6 mois et jusqu'à 18 mois de contrat CDDI en chantier. Donc, la RSFP, elle n'a pas été utilisée, et là, je vous rejoins dans votre analyse, Monsieur Trèfle, uniquement dans un but, une finalité en soi, c'était la seule chose qui nous manquait pour favoriser soit l'entrée en formation directe, soit l'employabilité, enfin, voilà, plus complètement facilité sans aucun frein. On l'a utilisé dans les chantiers d'insertion comme un outil d'accompagnement complémentaire à ce qui s'est fait, qui permettait effectivement de valoriser plus tout le travail de montée en compétences qui est fait sur les supports d'activité qu'on propose, en même temps de qualifier et de valoriser le travail des encadrants techniques qui sont tuteurs à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est pas, on ne peut pas l'utiliser comme une fin en soi. Et si ça a permis, et c'est tant mieux, et ça dépendait des parcours individuels, hein, des entrées en emploi juste à l'issue des jurys. D'ailleurs, comme on fait venir des professionnels, ça a permis des repérages de compétences, et tant mieux. Et puis, ça a permis des entrées en formation facilitées aussi. Ça a rassuré, c'est vrai, des salariés sur leur capacité à entrer en formation. Pour autant, pour d'autres salariés, ça a été utilisé, même si le terme n'est pas forcément joli, mais la RSFP a été mobilisée, je veux dire comme ça, pour pouvoir conforter un salarié qui est peut-être à 6, 7 mois de parcours sur ses compétences, sa capacité, sur sa confiance en lui, son l'estime de soi. Et donc, du coup, elle lui permet de conforter peut-être un projet professionnel en lien avec l'activité support proposée dans le chantier d'insertion ou pas. On a vu des parcours, je pense notamment dans les chantiers espaces verts, où il y avait un salarié qui a passé l'épreuve RSFP, donc sur des compétences liées au support, mais avait à côté un projet professionnel plutôt lié à la restauration. Et en fait, de faire cette épreuve, ce jury, et de valider des compétences à ce moment-là, ça lui a fait un regain de confiance énorme. Voilà, il s'est senti capable d'eux et d'entrer en formation derrière, plutôt dans le secteur qu'il visait au départ. Donc, on est vraiment sur des cas particuliers. Il y en a un autre qui est parti dans la logistique alors qu'il n'avait pas passé les épreuves sur ces compétences-là nécessairement.
Enfin voilà, il y a un peu tous les cas de figure. Donc on continue, pour pas trop monopoliser la parole, pardon. On continue le suivi des candidats. Donc ma collègue Annelle continue de planifier les entretiens à 12 mois avec ceux qui ont passé l'expérimentation et à 6 mois avec les nouveaux, puisque 2023, ça s'est prolongé. On a des nouvelles structures dans le dispositif. Donc on essaye de capitaliser ce nombre de données pour avoir plus de retours encore sur l'impact concret, chiffré de ce dispositif pour nos salariés. Mais effectivement, c'est multifactoriel, quoi. On sait qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu et donc on ne peut pas tout expliquer dans les suites de parcours. Et je vous mettrai dans le chat, si c'est possible, je ne sais pas si c'est autorisé, un petit lien vers une vidéo de 2-3 minutes, peut-être, ouais, 3-4 peut-être, sur le dispositif, cette expérimentation de la RSFP où on voit justement comment les différentes étapes et des candidats qui ont accepté d'être filmés pendant leurs épreuves, ce qui a renforcé un petit peu leur stress, les pauvres, mais ils ont quand même réussi malgré tout à passer leurs épreuves. Donc, je vous le mettrai dans le chat si vous me le permettez. Oui, et puis, très bien. je pourrai répondre à d'autres questions après. Oui, oui, bien volontiers. Une réaction de Monsieur Trèfle. Oui, merci, merci du complément d'explication. Non, mais c'est vrai que c'est important parce que on a mené déjà des expérimentations sur l'ESS avec le CLEA, hein, pour essayer de capitaliser aussi les compétences mises en œuvre. Et en fait, moi, je me pose beaucoup de questions concernant comment je veux dire, la valorisation des compétences après auprès des employeurs. Autant je me pose aussi des questions sur le dispositif SEV, parce qu'on est vraiment sur du placement et qu'on n'a pas forcément de garantie de reconnaissance des compétences et d'acquisition à long terme. Autant je me pose aussi des questions sur la mise en place de systèmes qui ne sont pas bien identifiés par les entreprises et qui ne permettent pas forcément aux personnes durablement, quand ils sont sortis du dispositif, de continuer à valoriser leurs compétences. Donc, je regarderai avec intérêt la vidéo en question. Voilà, je vous remercie. Merci. Y a-t-il d'autres remarques, Pas interventions? davantage de questions, Élise, dans le chat, en tout cas. Bien. Bah, écoutez, nous arrivons à la fin de ce rendez-vous. Je tiens à remercier évidemment les intervenants, Damien, Pierre-François, Clarisse. Voilà. Eh bien, Guillaume, a-t-on des prochains rendez-vous du CARIFOREF, est-ce qu'on en sait un peu plus? Les 2 prochains rendez-vous du CARIFOREF, dont la date n'a pas encore été fixée, l'un sera sur le programme de professionnalisation du CARIFOREF, on en a un peu parlé tout à l'heure, et l'autre sur une étude portant sur le public migrant, le public FLE de l'Observatoire de lutte contre l'illettrisme. D'accord, très bien. Valérie Leroy, une question du CARIFOREF, enfin pas une question, mais veut dire quelque chose. Juste une précision. Le prochain rendez-vous du CARIFOREF, c'est sur le programme de professionnalisation 2024 et c'est le 25 janvier. D'accord. Voilà. Merci Valérie. Bon, encore une fois, merci à toutes et tous d'avoir consacré du temps à ce rendez-vous. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt à un prochain rendez-vous du CARIFOREF. Merci, au revoir. Merci. Merci. Au Bonne revoir. journée à tous. Au revoir. Bonne journée.